Monsieur le Premier ministre, pendant la guerre du Vietnam, le monde entier s'était moqué d'un commandant américain accusé d'avoir rasé un village qui avait eu cette explication bizarre: lorsque nous sommes arrivés, l'ennemi était déjà là. Pour sauver le village, nous avons dû le détruire. Aujourd'hui, pour sauver le monde de la pandémie, il a fallu sacrifier l'économie. Voilà la situation redoutable dans laquelle vous entamez votre mandat. Autant dire qu'on vous a confié un job à 10 000 aspirines, monsieur le Premier ministre. Mais il faut toujours regarder le bon côté des choses, surtout quand il n'y en a pas. Le temps dont je dispose étant inversement proportionnel à l'ampleur du sujet, je me bornerai à 3 réflexions. La première est le mythe de l'État Père Noël. La France va sortir essorée de la crise. Les démagogues vont se déchaîner. Et d'abord, les marchands d'illusions de la dépense publique illimitée, alimentés par l'improbable quatuor Soros, Minc, Pigasse, Mélenchon, qui ont décidé de promouvoir en commun l'idée qu'il est devenu ringard de rembourser ses dettes. Les rois d'autrefois avaient déjà trouvé une solution qui consistait à trancher la tête de leurs créanciers. Le monde est devenu plus doux. Aujourd'hui, on nous propose seulement de les ruiner. Les économistes s'affrontent désormais là-dessus, sur Twitter et sur BFM, comme les médecins sur la chloroquine. Le principal intérêt de ces débats est de redonner des lettres de noblesse aux astrologues. Mais ce qui est grave, c'est que cette croyance va faire déployer toutes les banderoles à la rentrée, puisqu'elle implique qu'il n'y a plus de limite au financement à crédit et à l'infini de toutes les politiques publiques. Elle renforce l'idée bien française que l'argent public est comme l'eau bénite et que chacun peut se servir. Bien sûr, pour l'heure, il n'y a pas d'autre solution que le keynésianisme sous stéroïdes adopté par le monde entier et qui nous a tellement manqué en 2009 de la part d'une banque centrale européenne plus proche d'un club sadomasochiste que de la bouée de sauvetage qui nous aurait remis à flot. Et vous avez raison d'y recourir. Mais gardons-nous de confondre plan de relance et financement de déficit incontrôlé. Sinon, vu la dette que nous laisserons à nos enfants, nous ne devrons plus être surpris que les bébés crient à la naissance. Je dis cela parce qu'on ne parle à juste titre que de l'emploi. On a parfois l'impression que certains de nos concitoyens éprouvent quelque peine à envisager la reprise du travail. La France possède tout de même le seul syndicat au monde qui a déposé un préavis de grève le jour du déconfinement et traîné au tribunal les entreprises qui redémarraient à grand-peine. Le président de la République avait déclaré en avril dernier: il n'y a pas d'argent magique. Puissiez-vous, monsieur le Premier ministre, tenir ce cap et expliquer sans relâche que la clé de la reprise est le travail, pas l'argent tombé du ciel. Ma deuxième remarque: depuis les élections municipales, nous sommes tous écolos. Le bonheur est dans le pré. C'est une excellente nouvelle. Mais quelle écologie ? Le « tout le monde il est beau, tout le monde il est écolo » est trompeur, car il y a 2 écologies, je crois que vous l'avez dit hier à l'Assemblée, monsieur le Premier ministre, celle de la croissance et celle de la décroissance. La Convention citoyenne a accouché de 3 sortes de mesures. Des mesures techniques, souvent déjà entreprises, comme la rénovation des logements, pas de problème. D'autre part, des solutions à la française qui ne coûtent rien, proclament des bons sentiments et rendent les lois bavardes. L'environnement dans la Constitution ou le crime d'écocide, par exemple. Elles ne feront que gonfler encore nos codes, qui ressemblent déjà à des sculptures de Jeff Koons. Et enfin, un catalogue de contraintes qui sont le fonds de commerce des ONG décroissantes. La décroissance est l'opium des bobos, comme nous l'ont prouvé récemment avec éclat en une du Monde, dans une proclamation aussi subversive que du fromage à tartiner, une brochette de stars kérosène au bilan carbone le plus élevé de la planète. C'est risible, mais ça n'est pas drôle. Ce qui est ennuyeux, c'est que la Convention s'est gardée de répondre aux questions essentielles. Comment parvenir à une énergie décarbonée dans l'hypothèse où on décide de se passer du nucléaire ? Comment faire cesser l'hypocrisie de l'importation de millions de tonnes d'OGM tout en interdisant les OGM à nos agriculteurs ? Comment faire payer les émissions de carbone chez nous et à nos frontières ? Et surtout, quelles sont les pistes pour la seule solution réaliste aux défis climatiques ? La croissance verte, l'innovation, les nouvelles énergies, les start-up, la recherche et développement, le capital risque, la formation. La France a sabordé son industrie
avec une méthode simple. Tout ce qui bouge, on le taxe. Tout ce qui bouge encore, on le réglemente. Tout ce qui ne bouge plus, on le subventionne. L'Europe a raté la grande révolution des 40 dernières années, le numérique. La prochaine révolution est celle des industries de la transition écologique que notre absence de pétrole devrait nous faire aborder avec plus d'atouts que nos concurrents freinés par les lobbies de l'or noir. L'avenir est là, pas dans l'écologie du gentil avec les arbres, méchant avec les hommes, qui ne fait croître que les ronds-points. Votre troisième défi est celui du régalien. La situation est critique. Alors que de nombreuses catégories de Français, à commencer par les soignants et les premiers de corvée, ont été admirables, les droits de retrait dans l'administration ont atteint des sommets. La justice a quasiment suspendu son activité pendant 3 mois, les greffiers n'ayant pas les moyens de télétravailler. Mais le dossier le plus alarmant est celui de la police. Sa crise touche aujourd'hui sa légitimité, ses doctrines d'intervention, son organisation et ses fonctionnaires. Pas de chance pour nos policiers. Après le chewing-gum, le McDo, les westerns et le rock'n'roll, on importe aujourd'hui d'Amérique les névroses sur la race qui n'ont rien à faire sur nos terres universalistes. Et le pauvre policier de banlieue est désormais traité de porc comme celui de Chicago. Il est temps que les politiques, les journalistes, les intellectuels et surtout ceux du camp du bien, terrorisés depuis toujours par la panique de ne pas être du côté des victimes, prennent conscience que le racisme n'est pas du côté de ceux qu'on accuse aujourd'hui, mais du côté des faux antiracistes que sont les racialistes, les indigénistes et les décoloniaux. Écoutons la leçon de lucidité d'Abnous Chalmani qui nous dit, je cite, « Une image m'a glacé lors de la manifestation pour Adama Traoré. Un policier noir se fait harceler par la foule qui lui crie « Vendu, t'as pas honte ». Reprocher à un homme noir d'être un policier équivaut exactement à interdire à un homme noir l'accès à la députation, à un bar ou à un mariage mixte sous prétexte de sa couleur. Ce qui résonne dans ce discours, c'est la prison de la victimisation et de l'essentialisation. » Fin de citation. Nous attendons de votre gouvernement qu'il trouve les mots pour s'opposer à cette tragicomédie burlesque. Autant que de moyens, ce dont ont besoin aujourd'hui les policiers, c'est de respect et de considération. Il faut répondre à ceux qui ont décidé de discréditer la police pour mieux discréditer l'État, que ce qui menace les Français, ce sont les terroristes, les criminels, les dealers et les bandes armées de Kalachnikov dans les rues, ce n'est pas la police. Un dernier mot, il ne faut jamais gâcher une crise, disait Obama. Et je voudrais terminer sur l'immense et paradoxale opportunité que nous offre celle-ci en saluant l'accord franco-allemand sur le plan de relance européen. Si nous arrivons à convaincre nos partenaires, alors la crise du coronavirus aura pour conséquence un grand pas en avant de l'Europe. C'est pour payer l'énorme dette de la guerre contre les Anglais que les Américains ont pour la première fois rassemblé leurs États et lancé la marche vers les États-Unis d'Amérique. Pour l'Europe, ce premier pas en vue de l'harmonisation financière, budgétaire et fiscale est essentiel. Nietzsche disait « L'Europe ne se fera qu'au bord du tombeau ». Il prédisait, avec une vision prophétique, les guerres à venir et la sagesse de ceux qui, après 1945, ont jeté les bases de l'Union européenne. Mais sa prophétie vaut aussi pour notre temps. Chaque crise depuis le traité de Rome a failli emporter l'Europe et chaque crise l'a renforcée. Celle-ci est sans doute la plus grave et c'est peut-être celle qui nous fera faire le plus grand pas. C'est le défi qui nous attend. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est